Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui nous ne sommes pas 3, mais 4. Il y a donc les habitués Hugo, Hello. Élise, Salut. et notre invité Bastien. Hello. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une série, et plus précisément à la sitcom culte The Office. Alors, on s'est basé sur le pilote de la série britannique originale, Bastien a revu le pilote de l'adaptation américaine, Élise a vu la version française Le Bureau, Hugo a vu la version québécoise appelée La Job, et de mon côté, j'ai vu la version chilienne La Office. Tous ces pilotes ont respecté le script de l'original, ce qui va rendre la comparaison beaucoup plus simple. The Office, c'est une sitcom britannique diffusée sur la BBC, créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant en 2001, qui a cartonné au Royaume-Uni. Devant ce carton et un concept parfait pour l'adaptation, beaucoup de pays se sont lancés, dont l'Inde, la Suède, la République tchèque, la Finlande, Israël, l'Australie et même dernièrement l'Arabie Saoudite qui s'y est mise. Alors, pour les plus rapides pour avoir fait le remake de la série, sans grande surprise, ce sont les Américains. Bastien, est-ce que tu veux dire un petit mot sur la version US ? Oui, la saison 1 de la version US est sortie en 2005, 4 ans après le premier épisode de la version anglaise. Ça n'a pas été très bien accueilli au départ, mais Steve Carell, qui tient le rôle principal, celui de Michael Scott, est devenu très célèbre la même année grâce notamment au film 40 ans toujours puceau, et ça a aidé par la suite au succès de The Office. Depuis, NBC a commandé 9 saisons pour un total de 201 épisodes. Vient ensuite la version française, donc si tu veux bien Élise, je te laisse en parler brièvement. Ouais, bien sûr. Alors du coup, ça s'appelle Le Bureau, c'est sorti en mai 2006. On la doit à Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, connus pour les sketchs Messages à caractère informatif ou encore l'adaptation du roman 99 francs. Dans le rôle du directeur, on retrouve François Berléand. Il devait y avoir une deuxième saison, malheureusement ça a fait un tel flop que Canal+ n'a pas voulu donner de suite, et c'est donc l'adaptation la plus courte avec seulement 6 épisodes. Quelques mois seulement après les Français, il y a la version québécoise qui a vu le jour. Hugo, je te laisse la parole. La Job, donc qui sort justement quelques mois après la version française, comme tu as dit, en octobre 2006, avec 12 épisodes. Les acteurs viennent pour la plupart du théâtre d'improvisation. La réception de la série est mitigée, il n'y a donc pas de deuxième saison. Et 2 ans après, en 2008, il y a la version chilienne qui sort avec 12 épisodes également. Et elle marche plutôt bien au Chili, mais elle est victime d'un gros drama. Il y a le directeur des programmes qui semble avoir une dent contre la production. Et donc après la diffusion des tout premiers épisodes, il a décidé de programmer la série à 3h du matin en espérant qu'elle soit annulée. C'est vice-là, hein. Donc il y a des fans, le réalisateur et certains acteurs qui ont été manifestés pacifiquement devant la chaîne de télévision, mais ça n'a pas fonctionné et du coup la série a été annulée. Oh, la c'est chaud. C'est chaud, hein, ouais. C'est quoi toute cette haine? Ça m'étonne pas qu'il y ait un truc de corruption, un truc qui passe pas à hauteur Ah, mais c'est dans ça. le nom du Chili. Il y a un cartel dedans. Il devrait faire une série sur le fait divers qui est derrière la série. Le The Office verse. Le pitch est simple et c'est le même dans toutes les versions. Du coup, Bastien, je te laisse le résumer si tu veux bien. Oui, alors la série c'est tourné comme un faux reportage, qu'on appelle en français un documentaire ou un mockumentary, ce qui était assez nouveau à l'époque. Ça met en scène le quotidien assez banal des employés d'une entreprise spécialisée dans le papier. Et dans le pilote, on nous présente les personnages les plus importants. L'histoire de l'épisode est centrée sur l'annonce d'une vague de licenciements. Effectivement, et donc du coup dans les 4 versions, l'anglaise, l'américaine, la québécoise et la française, c'est le comité de direction qui va choisir quelle branche entre celle que l'on suit et une autre sera absorbée par l'autre. Alors que dans la version chilienne, on est plus dans une entreprise à taille humaine, et c'est un poil différent parce que le chef d'entreprise, il a un cancer, et donc c'est sa propre femme qui prend la tête de la boîte, et elle se rend compte que c'est un gouffre financier, donc elle demande au boss de choisir qui sera licencié dans son équipe. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'occasion un peu de parler du personnage principal, le personnage du boss. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Dans la version anglaise, qui est jouée par Ricky Gervais, il veut gentil avec ses équipes, sympa, faire des blagues, mais c'est un personnage extrêmement odieux, je trouve, surtout dans cette version anglaise. Peut-être parce qu'il est joué par Ricky Gervais, qui a quand même beaucoup dans son type d'humour d'être un peu... De se moquer des autres. Ouais. En fait, pour mettre les gens mal à l'aise tout autour de lui. Il est insupportable et infréquentable, hein, soyons clairs. Moi, dans la version québécoise, le perso, c'est un gros relou, en fait, par rapport aux autres. Il est pas méchant, c'est juste que c'est le genre de personne à qui tu veux pas parler parce qu'il va essayer de toujours être drôle.
il va être super gênant, tu vas pas vouloir le regarder dans les yeux. Ouais, Et surtout dans cette version, il est super obsédé sexuel. Dans la première séquence avec sa la réceptionniste, il Ah, coïte le bureau en face d'elle, quoi. C'est le méga malaise. C'est Gérard Depardieu mode. Et pas que ça, c'est quand il reçoit la directrice, t'as un plan où en Ouais. fait, t'as la caméra qui suit, il fait comme s'il mettait une main au cul à la directrice. En se mordant à moitié les lèvres et tout. Et en regardant la caméra et tout ça, Ouais. il est has-been, il est pas drôle, il est obsédé sexuel, il est à côté de la plaque dans toutes les scènes. Bah, c'est vrai que en termes de gênance, on la retrouve aussi du coup dans la version française, même si c'est vraiment différent des autres versions. Là, on dirait vraiment un chef d'entreprise, il s'appelle Gilles, qui veut s'avouer tellement ami avec ses autres collègues qu'il n'a pas d'autre moyen pour lui que de se montrer un peu comme la figure paternelle. Ouais. Mais la figure paternelle très très relou avec ses employés, où il va faire des blagues vraiment très grasses. J'ai pas trouvé un seul moment où j'ai accroché au personnage. Ouais. Au final, je trouve que cette version française fait très français par rapport à ce que tu peux trouver dans un bureau classique. Ce qui est pas plus mal, c'est l'objectif, je pense. Ouais. Et puis surtout, il fait très très has-been, quoi, parce que Ah ouais. il arrête pas de dire des trucs genre ah c'est chambé, yo man, des trucs comme ça. Enfin, c'est tellement daté has-been, mais c'est Ouais, trop ouais. drôle à la fin, quoi. Berléand, quand il s'attaque à la version française, en fait, il faut qu'il trouve sa touche, quoi. Et c'est compliqué. Ils l'ont C'est compliqué. poussé, je sais pas, j'ai envie de dire dans la grossièreté ou dans la méchanceté, je trouve qu'il en fait Ouais. des caisses, je trouve qu'il a pas de variance dans son jeu. Ouais, mais je pense que c'est d'ailleurs là-dessus que la version britannique, au final, c'est fait pour détester ton patron, et je crois que la version française a voulu vraiment partir dessus. Et c'est tellement odieux, la version française là-dessus. Enfin, qui plus est, la version US a pas forcément été ultra bien reçue au départ. Moi, j'ai pas accroché tout de suite parce que j'ai trouvé un malaise dans le côté presque copier-coller de la première saison. Mhm. Mais très vite, on sent que Steve Carell part dans un ton qui est un peu moins malaisant et beaucoup plus cartoonesque. This is our receptionist, Pam. Quand le stagiaire arrive dans la version US, pour le faire rire, Steve Carell se met à imiter Hitler, quoi. Il met une règle sous son Ouais. nez, et il se met à faire un truc pas possible, un pantomime. C'est la gênance ultime, quoi. C'est clair. I'm Hitler. Adolf Hitler. Moi, je vais parler du coup du Michael Scott chilien, la boss de l'entreprise. Elle lui dit si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est on baisse un peu ton salaire et on conserve tous tes employés. Voilà, pas de souci, finalement, on peut les virer, il y a pas de problème. C'est une caricature, et il est super drôle. C'est un gosse Il est aussi. ignoble avec les gens. Quand il arrive dans le bureau, il présente, il dit ça c'est mon empire, c'est mon empire. Et directement, il voit le mec qui fait. Et lui, le gros lard là qui passe dans le bureau, il est immonde. Mais c'est hyper grossophobe cette version, ouais. Il arrête pas de l'appeler le gros. Il respecte personne aussi parce qu'il y a sa boss à un moment qui est là, et elle est en train de lui parler, ils sont dans le bureau, et tout à coup il lui dit chut, chut, chut. Enfin, il me fait un signe de main, genre en mode ferme-la, quoi, et il appelle quelqu'un au téléphone. C'est quand même sa boss, quoi. Il a aucun respect. C'est juste pour écouter arrivé. son message drôle qu'il a enregistré Ouais. en plus. Laissez-moi un massage. David Jarvin n'est pas disponible en ce moment, laissez-lui un massage. Du coup, le personnage de Dwight dans la version américaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à vos versions à vous, si vous avez quelque chose à en dire? Les personnages se ressemblent assez parce que c'est aussi des personnages qui sont complètement déphasés. On sent aussi qu'ils sont d'une autre époque, déjà dans leur manière de s'habiller, de se coiffer. Enfin, il y a un petit anachronisme. Et puis, ils sont obsessionnels. Et c'est complètement des lèche-bottes. Bah justement, en fait, dans la version chilienne, c'est le gros truc qui est différent, c'est que dans toutes les versions, ils sont sortis ensemble plus ou moins la veille, ou ils ont fait des trucs ensemble. Enfin, il y a un côté vraiment très lèche-bot du personnage vis-à-vis du boss. Et dans la version chilienne, ils sont sortis ensemble, mais en fait, le personnage de Christian, donc le personnage de Dwight, lui, il se désolidarise complètement de Manuel, le boss. Il est hyper gêné parce que, justement, l'autre lui dit « Ah, on est sortis, c'était trop cool ». Et l'autre, il dit rien du tout, il veut pas se vanter. Il dit d'ailleurs, il y avait des filles super sexy qui étaient là, et lui, il dit « Non, non, elles nous ont même pas parlé ». Dwight, comme tous les autres personnages, il est obsessionnel de Michael Scott, en fait. Alors évidemment, il est ambitieux. Ouais. Il veut un job plus haut placé. C'est pour ça qu'il y a toujours ce gag du Assistant Regional Manager et Assistant to the Regional Manager. On le reprend sur l'intitulé. Mais oui, on sent qu'il voudrait être là, même pendant la réunion où il annonce que il y a eu un truc à propos des licenciements, il se relève tout de suite pour dire attends, mets-moi dans la confidence avant, etc. Comment dire, il porte en haute estime la valeur travail.
Voilà, c'est un truc tout du long avec le respect des règles. C'est pas pour rien si la version américaine donnera des origines allemandes à Dwight. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors que dans la version chilienne, il est pompier volontaire, le mec. Et je trouve qu'au final, c'est lui le moins pathétique de toutes les versions. Même s'il fait trop premier degré et qu'il est aussi un peu rigide, on va dire, comme tous les autres. Et du coup, je trouve presque le personnage de Diego, qui est Jim, Tim, etc. Il est presque trop méchant vis-à-vis du personnage de l'assistant to the regional manager. Parce qu'à un moment, ils vont lui faire une blague, ils vont lui faire croire qu'il a gagné un bonus. Donc lui, il est trop content, il ouvre l'enveloppe. Et en fait, c'est une photo de Bono, le chanteur de U2, parce qu'en espagnol, Bono, ça veut dire bonus. Et en fait, lui, il est trop triste, quoi. Et toi, dans la version française ? Je le trouve très effacé par rapport aux autres versions. C'est vrai que la version française, il y a un problème de casting, quoi. Ouais. Il joue super mal, en plus. Ah ouais, non, franchement, c'est gênant. À un moment, il y a la scène où tu te dis, ah ok, c'est un peu Dwight, parce que on voit le personnage, on dit, ah oui, c'est toi qui as reconstruit la bataille d'Austerlitz. Il dit, oui, j'ai peint tout à la main, demi-soldat, je sais pas quoi, j'ai même repris la terre. Ça, c'est vraiment Dwight, mais à part ce dialogue-là, il y a rien du tout. J'ai reconstitué à l'échelle 1/32e la première phase de la bataille d'Austerlitz. 9500 figurines en action, coulées, sculptées, polies et peintes entièrement à la main. 780 pièces d'artillerie, 2300 chevaux, 4000 buissons. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au personnage du commercial ? Donc en gros, c'est Tim au UK et Jim pour la version américaine. J'ai l'impression d'avoir regardé, tu vois, une copie d'une copie d'une copie. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui en ressort et je trouve très effacé aussi ce personnage. Enfin, je sens qu'il est pas content d'être là, quoi. Oui, c'est son premier dialogue dans toutes les versions, c'est son premier dialogue. Hein. Il dit je vends du papier, je m'occupe d'argent, de contrats, je vois si les gens peuvent acheter ou pas acheter, et puis rien que d'en parler, ça m'ennuie. C'est le dialogue qui est copié-collé dans quasiment toutes les versions. Et en fait, c'est le monsieur tout le monde, c'est celui auquel le spectateur doit s'identifier, à peu de choses près. Oui, c'est le mec ça. normal. Mais après, ça va marcher avec les interactions qu'ils ont avec les autres, quoi, avec le personnage de la réceptionniste ou le lèche-bot côté UK. L'opposition entre les deux est quand même assez costaud. Tu sens que vraiment, ils s'aiment pas. Martin Freeman, Tim, vraiment, on a ras-le-bol dès le début. Tu sens qu'il est vraiment au bout du rouleau. Il est vraiment à cran. Il fait une blague ou deux en disant je vais m'ouvrir mes veines si je continue avec ça. Et t'as l'autre qui se lève derrière et qui fait non, il faut pas faire comme ça. Il faut en fait planter le couteau dans la jugulaire. Une blague. Oui, je me tranche la gorge si je dois encore supporter. Et c'est marrant parce que dans la série US, c'est un peu le prankster, celui qui fait les blagues et tout ça. C'est vrai que c'est lui qui rentre dans le jeu de Dwight au final. Tu le sens plus bienveillant. Il est pas au bout du rouleau. Lui, il vient au taf. Bon, il est saoulé, mais en fait, c'est un terrain de jeu, quoi, limite le bureau. Dans la version US, il finit par être parfois cruel. Hein. Quand à la révision, tu te rends compte que c'est quand même un beau salaud parfois avec Dwight et que t'as presque de la tendresse pour Dwight, quoi, au bout d'un moment. Il y a un épisode où t'as Dwight, d'ailleurs, qui en a tellement marre. Et il lui dit, viens, je t'attends en bas du parking. Et c'est un jour où il neige. Et du coup, en fait, je crois qu'à Jim, il a tellement peur à la fin qu'il veut même plus sortir parce que je crois qu'il s'était pris une branlée. Oui, Jim finit par avoir peur. Il est complètement parano. Il pense qu'à chaque coin de porte, il va y avoir Dwight qui surgit. Alors qu'en fait, non. Mais c'est toute la victoire de Dwight d'avoir réussi à rendre Jim parano. Oui, complètement. Qu'est-ce que vous pouvez dire du coup entre le personnage là de Jim et sa relation avec la réceptionniste dans vos versions ? Hugo, je te laisse parler peut-être un peu de ta version québécoise. Elle est nulle dans la version québécoise. Elle a une voix qui est super aiguë, t'as du mal à l'écouter quand elle parle. Et il y a quasiment pas de relation, il y a juste lui qui essaye de la draguer et elle est quasiment presque pas réceptive, elle fait juste quelques petits rires. Mais c'est pas comme dans la version US ou dans la version chilienne où il y a vraiment un background qui est développé. Là, c'est juste, t'as juste l'impression qu'il veut se la taper et c'est tout. En fait, le problème dans la version québécoise, c'est que chaque scène est ultra expéditive. Donc c'est moins d'1 minute à chaque fois et du coup, t'as juste l'impression qu'ils disent leur dialogue et c'est tout en fait. Il y a rien qui se développe entre les personnages vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est pas développé. Et toi, dans la version française ? Il y a pas grand chose non plus en fait, parce que même là, j'essaie de me souvenir d'une scène et je trouve qu'il y a pas un moment marquant là-dessus. Tu vois qu'il est, c'est le seul un peu normal dans la boîte, c'est le seul d'ailleurs qui vient parler à part le boss à la secrétaire et ça s'arrête à là, on va dire. Alors que dans la version chilienne, ils sont beaucoup plus tactiles. Ah oui. Ils se caressent les cheveux et tout. Et t'as limite la réceptionniste qui est assise sur lui. Ils sont super collés. Et à un moment, il lui lit les lignes de la main. Donc il lui touche les mains, etc. Je trouve qu'il y a un peu plus ça, comme dans la version US, où Jim, il est hyper attentif à Pam. Ouais, la relation est quand même très sursignifiée. On sent, il y a une promesse vraiment de quelque chose qui va arriver. Oui, parce que Jim face caméra dit « Ah oui, je connais le goût du yaourt qu'elle préfère », et évidemment, ça fait réagir Pam. Et ça la touche, en fait, elle est contente. Ouais, alors ça la touche parce qu'on sent que c'est une nana
simple, elle le dit textuellement, aucune jeune fille n'a rêvé d'être réceptionniste, donc j'ai envie de faire autre chose. Sauf qu'on sent qu'elle est coincée un peu dans sa situation. La très courte scène où son mec va arriver quand Jim la dragouille à l'accueil et que le mec arrive pour la récupérer en fin de journée, on sent qu'elle est coincée un peu dans une relation parce qu'elle dit ça te dit les autres sortent boire un coup, etc. Et lui tout de suite réplique non, j'ai pas envie, on se barre, on rentre à la maison, quoi. Donc on sent qu'elle est un peu muselée déjà dans un autre truc et que la promesse d'un truc avec Jim, c'est tout ce qui peut faire tenir aussi le spectateur en haleine. T'as ça, et il y a aussi le fait que le personnage de Pam aussi décrit elle-même sa situation avec son mec, comme quoi elle est engagée avec lui depuis 3 ans, comme dans la version chilienne en plus. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'en tout cas, Pam, c'est le personnage le plus effacé de toutes les réceptionnistes. C'est celle qui tient le moins tête à Michael, qui tient le moins tête à son mec aussi, parce qu'effectivement, quand il lui dit viens, elle tout de suite, elle baisse la tête, elle est un peu triste, et en même temps, elle dit rien. En fait, le mec, il fait vraiment copain qui bat sa femme, je sais pas comment dire. Il a l'ascendant. Ah oui, on sent qu'il y a une emprise. Ouais. On a l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Il fait un peu, c'est à l'américaine, le joueur de football américain à l'université qui a raté sa vie et tout ça. Voilà. Et du coup, il s'en prend sur sa femme, pas physiquement, mais psychologiquement, quoi. Alors que dans les autres versions, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Soit elle le prend pas mal et elle dit ok, hop, et elle va faire autre chose. Ou carrément dans la version chilienne, son mec arrive, elle a l'air plus amoureuse, elle l'appelle, je sais plus, elle lui dit Cariño, ou je sais plus, My Love. Enfin, un truc où vraiment tu sens qu'elle a de l'amour pour lui. Alors que là, effectivement, Pam, elle est en détresse surtout sur son job qui est pourri. Elle se fait pourrir par Michael, parce que Michael est quand même méchant avec elle. Et dans sa situation amoureuse. Clairement, dans la version québécoise, le personnage fait juste plante. Elle est même pas triste. Enfin, si, elle est triste quand elle se fait faussement virer, mais elle essaie même pas de tenir tête à quelqu'un. Elle est très victimisée, mais sans qu'on s'attarde sur cette victimisation ou quoi d'autre pour développer le personnage. Donc, c'est juste une personne avec une voix aiguë, quoi, dans cette version. C'est un travail, là. C'est pas que j'aille ça, mais ma vie se limite pas à ça non plus, là. Dans mes temps libres, je fais des dessins. J'aimerais ça faire ça professionnellement. Illustratrice. Il y a des scènes qui sont présentes dans toutes les versions, et du coup, peut-être qu'en parler dans chaque version, ça pourra montrer ce qu'il y a de différent. Donc par exemple, il y a la scène de l'agrafeuse, ou du tiroir du personnage qui est un peu Dwight. Dans la version UK, l'agrafeuse, elle a été mise dans de la gelée. Dans vos versions, c'est quoi, vous ? Moi, elle n'existe pas. Ils n'ont pas trouvé de couleur locale. Ils auraient pu foutre dans de la poutine, je sais pas, ça aurait été drôle. Dans de la poutine. Au Chili, c'est dans une espèce de hot dog traditionnel chilien. Très bizarre d'ailleurs, parce que du coup, lui, c'est pas une agrafeuse, mais c'est son talkie-walkie de pompier. Comme justement, il est hyper premier degré là-dessus. Et le personnage le fout dans, ils appellent ça un completo chileno. Donc c'est un hot dog avec de la choucroute et de l'avocat en plus. Et donc du coup, c'est dedans, c'est tout dégueu, quoi. Je crois que dans la version US, ils ont gardé la même blague que dans la version britannique, c'est ça ? Ouais, ils ont gardé la jelly, parce que je pense que ça marche aussi aux US, et c'est plutôt drôle. Ils aiment bien ça. Et en France ? En France, c'est du fromage, parce qu'on est en France. Ah, c'est du brie. Ah, voilà. C'est pas du Saint-Nectaire ? Ah non, du Saint-Nectaire, t'as raison. Parce qu'il dit que ça a plu le Saint-Nectaire. Oui, c'est vrai, ça a plu le Saint-Nectaire. Franchement, Saint-Nectaire. C'était quoi qu'il avait dit en plus ? Il dit avant, il m'avait mis du Babybel dans mes du mes poches de Babybel. manteau, Ah oui, dans mes des trucs comme poches, ça, je crois. Ça, c'est Ouais. marrant. Putain, c'est bien français. Hein. Et il est chiant, il arrête pas de me mettre du fromage partout dans mes affaires. L'autre fois, c'était du Babybel dans les poches de mon impère, c'est dégueulasse. C'était déjà pas drôle. On va parler de la scène des testicules. Alors, le personnage du boss vient voir la nana qui lit le livre, et donc du coup, à chaque fois, les réceptionnistes mangent un truc. Donc dans la version UK, elle mange un sandwich au brie. Et après, au Québec, qu'est-ce qu'elle mange déjà, Hugo ? Un bon coccini. C'est une mozzarella frite, ou avec du bacon autour, avec du jambon de Parme autour. Je sais pas si c'est culturel au Québec, en fait. Ouais, c'est étonnant, parce que je crois que c'est un truc italien, genre comme les arancini ou les trucs comme ça. Donc... J'ai pas la ref. Je pense que comme c'est rond et que c'est une blague par rapport au mec, du coup, il vient en fait parler à la réceptionniste et il lui dit ouais voilà, je viens de tâter mes couilles, j'ai peut-être eu un kyste, mais au final non, c'est rien, fausse alarme. Et il est vraiment au niveau, ses testicules, au niveau de la bouche de la standardiste elle est en train de manger, la pauvre. Du coup au Chili, c'est encore pire, c'est une pêche qu'elle mange et il lui demande est-ce qu'il y a la peau ou pas. Alors pour aller encore plus loin dans le côté graveleux et dégueulasse de la blague. Ah ouais, en plus il est très proche. Ah. C'est très gênant. En fait, dans la version chilienne, j'ai pas l'impression que ça soit très sexuel. J'ai l'impression juste que le mec c'est un gros beauf un peu sur certains points. Oui, il se rend pas compte. Oui. Alors que mais Ricky Gervais il fait peur. Ah oui, c'est sur cette scène-là, oui, parce qu'en plus, la secrétaire est cadrée sur un plan large où elle est assise tranquille au milieu du plan, et lui arrive comme ça, vient se coller à elle quasiment,
avec effectivement une position où son bassin est au niveau de son visage et tout. Ouais. Et la manière dont il a d'amener le truc dans le dialogue, d'abord il regarde son livre, puis après il recule, puis en fait il susurre le truc quasiment, il fait « Ah, je me suis fait peur tout à l'heure, j'ai cru que j'avais... » Et on s'attendait pas du tout à ce qu'ils disent ça. Non, c'est clair. Non, et là, ça devient odieux. Elle, tout de suite, elle a quasi un haut le cœur. Enfin, à la fin, elle va acheter son sandwich, machin, c'est horrible. c'est Ricky Gervais dans son grand art. Je sais pas, dans la version québécoise, ça marche pas, en fait. Enfin, ça marche parce que le personnage, depuis le début, est assez odieux. Et là, il la prend bien dans les mains, quoi. Il soulève bien le truc, ça dure bien longtemps. Il est horrible. En fait, j'ai l'impression qu'ils doivent cocher la case de cette scène. Ça marche. C'est le bingo. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. J'aime pas cette version québécoise. Du coup, il y a aussi une scène qui est vraiment copier-coller. Donc, du coup, c'est un moment où il y a le boss qui fait le tour du bureau pour introduire le stagiaire/intérim dont on parlera après. En Angleterre, il lui dit « Tiens, lui, il fait super bien Ali G ». Et l'autre, il lui dit « Non, tu dois confondre, c'est pas moi ». Et donc, du coup, le personnage répond « Ah oui, non, c'est l'autre ». Et l'autre dit « Bah, l'autre quoi ?» Il dit un autre Paki, ouais. Il dit Paki en plus. C'est spécial en anglais parce que c'est ultra... C'est un mot fort de dire Paki. Brent Gervais retourne le truc... de manière brillante mais odieuse, puisque en fait il laisse le mec dire l'autre Paki, en comparaison à moi, et Brent dit ah non, c'est raciste ça, arrête. Ouais. Derrière après en interview il dit que les Asiatiques font un très bon travail. C'est horrible. Les Asiatiques travaillent beaucoup. Big up à la version chilienne. Où il dit pas que les Asiatiques font un très bon travail, il dit on a un Coréen dans l'entrepôt, il travaille comme un Chinois. Oh, c'est horrible. Ouais. Ah là là. Je pense qu'il faut parler de la version en français particulièrement. Ce mec fait la meilleure imitation de Jamel que j'ai jamais vue. Dans Ziva Zama et tout. Non, vas-y, je sais pas dire, vas-y. Mais vas-y, Ziva. Non, mais je pense que vous vous trompez de personne. Oh, pardon, non, mais je suis con. Non, bien sûr, c'est pas toi, c'est l'autre. L'autre quoi? L'autre arabe? Oh, c'est raciste, ça. Mais ça se sentait déjà qu'il était raciste quand la première fois il a introduit la secrétaire dans la série française. Il lui dit le soleil, la chaleur d'Orient, la route de l'épice, la charmeuse de serpent. Oh là là. Horrible. Dans la version US, si cette blague effectivement n'existe pas, le sujet entre guillemets est colporté quand même via Michael Scott à travers les quelques imitations qu'il peut faire. Ou de temps en temps, quand il parle d'un truc ou tout ça, il va prendre un accent. Kelly, how are you? Would you like some googie googie? Oh, I have some very delicious googie googie. Only 99 cents plus tax. Try my googie googie. Try my googie googie. Ou même avec... Oscar, ouais. Il le force à lui faire un bisou à la fin. Ah oui. Alors ça, c'est même un truc plus sur le côté homosexuel où je sais plus comment il se fait piéger dans un truc où on lui dit qu'il a un problème avec les homosexuels et en fait, il se force dans une scène ultra culte à embrasser Oscar. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une scène qui était improvisée, ça. Ah ouais ? Normalement, ils devaient pas s'embrasser, ils devaient juste montrer qu'ils étaient proches. Et à la fin, en fait, il y en a un qui commence à faire comme s'il allait embrasser l'autre, donc l'autre suit, et ils finissent par s'embrasser, mais c'était totalement improvisé, cette scène. Et on va parler aussi peut-être du coup de la mascotte qu'il y a sur le porte-manteau. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, justement, quand il fait le tour un peu. Donc, J'ai pas compris la version UK, en fait. C'est Mister Oiseau, c'est Flatterick. Ouais, c'est ça. Flatterick, ouais, c'est Flatterick de Mister Oiseau, mais... Et pourquoi ? Point de vue culturel, je vois pas à quel point c'est parlant, en fait. Après, il y a eu la pub Levi's et tout ça. Oui, mais c'est vrai que Flatterick est en français en soi, mais... Bah ouais. Mais je pense qu'il y a juste un gag, en fait, c'est un gag has-been où d'un coup, Ricky Gervais, en plus, il fait un espèce de mime, il met les deux doigts vers le personnage, montrant « Hey, t'as vu, il y a un truc cool !» Et en fait, le stagiaire, ne réagit pas, tu vois, c'est « Ouais, d'accord, vous avez une mascotte, on s'en fout. » Donc du coup, il passe vite à autre chose, mais voilà. Alors que lui est trop fier. Et en France, c'est Casimir. C'est Casimir, ouais. D'ailleurs, pareil, on lui dit « Ah, mais tu connais Casimir ?» Dis non, j'étais pas née. Il fait ah. Mais le plus drôle, je trouve, c'est la version québécoise. Ah oui. Avec Crazy Frog. Crazy Frog. C'est incroyable. Qui fait la musique en plus quand t'appuies sur le bras. Je t'avoue, c'est le moment le plus drôle de l'épisode. Je sais pas pourquoi. Pareil. Le reste c'était juste gênant. C'est ça. Après, il y a l'arrivée du stagiaire / intérim. Et du coup, il y a vraiment des références très culturelles. Au UK, c'est Ricky de EastEnders. Donc en gros, c'est un soap opéra qui cartonnait à l'époque. Aux US, c'est quoi ? C'est Mo Howard. Il fait une imitation pourrie d'un des trois Stooges, en fait. Ouais, c'est ça, les trois Stooges. Qui s'appelle Ryan Howard. Et donc Howard, donc ça le fait marrer, voilà. Élise, tu te souviens pour la France ? Ouais, le Père Noël est une ordure. Ah, joyeux Noël, Félix. Tiens, de la part de ta tête. Comment il s'appelle déjà le mec avec ses clous là... Monsieur Prescovic. Ah voilà, peste en
vite, oui. Ah, c'est artisanal, c'est roulé sous les aisselles. Ah, j'adore, c'est trop charmé. Au Québec, t'as capté ou pas, Hugo ? Ouais, Fred Caillou, Pierre à feu. Enfin, putain, quand je te parle de références datées, là, faut le savoir, des trucs des années 80. Même le chien Dino, et le fait qu'il imite le chien, que ça fait super, c'est super gênant quand il imite le chien. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le mec s'appelle Caillou, quoi. Bah, québécois, si tu veux, quoi. C'est trop drôle, Caillou, quoi. Caillou. Nous, ça restait Pierre à feu, quoi. Là, c'est Caillou. Au Chili, c'est Yañez, et c'est un joueur de foot qui, en 89, s'était attrapé les couilles en insultant les tribunes, parce qu'il y avait un mec qui avait jeté un fumigène sur le terrain et ça avait blessé le gardien. Et donc du coup là il s'attrape les couilles et il crie Yañez. Mais je trouve que c'est un peu la limite de ces pilotes. C'est-à-dire que c'est quand même étonnant que l'adaptation globale de The Office, quel que soit le pays, soit un quasi copier-coller du scénario. Ouais. Voilà, il suffit de regarder la version UK pour se rendre compte que en fait tout a été fait en kit, c'est-à-dire qu'on vous envoie un scénario, maintenant vous allez insérer par-ci par-là vos petites références pour en faire le vôtre, et du coup on va croiser les doigts pour que ça marche. C'est d'ailleurs pour ça que le pilote US est pas si bien que ça, en tout cas au regard du reste de la série, parce qu'il est encore dans une étape de copier-coller, que même le personnage de Michael Scott tente doucement de se démarquer de David Brent, mais c'est pas encore ça. Et du coup, oui, c'est assez étonnant, je trouve. C'est ce qui rend l'exercice assez difficile. La façon dont il tourne le personnage de Michael Scott, rien que la scène où il montre qu'il s'est acheté lui-même sa propre tasse de World Best Boss, je trouve ça génial en fait, ça définit super bien le personnage. Et aussi le fait d'avoir coupé la scène où il revient d'une soirée où il était bourré, juste pour le mec qui essaye d'avoir de l'attention dans le bureau en venant voir avec les gens s'ils ont des blagues à raconter et autres, et qui repart de façon gênée. En fait, tu sens la solitude de personnage et super bien amenée. Oui, parce qu'il arrive juste comme ça, il sort, il fait What up, hop, et alors ils ont tous un petit échange de What up, et en fait, dès que c'est fini, il se passe rien en fait. Ils ont eu cet échange. Il dit juste what. Évidemment, l'autre n'a rien dit. On dit non, j'ai rien dit. Donc hop, et il repart comme il est venu quoi. Et ça, finalement, la durée très courte de la scène fait que tu sens qu'il est déphasé et qu'il a besoin d'amis quoi. Il est seul ce mec. Ouais, il est seul. Il fait un peu pitié. Et moi, je vais rebondir juste sur un truc que Bastien a dit tout à l'heure. J'ai lu du coup une interview des créateurs français qui disaient que quand ils ont vu le pilote de la version anglaise depuis la BBC, ils ont trouvé ça génial et ils se sont précipités pour faire le pilote français. Et donc, pour aller très vite, ils se sont dit, on garde les scripts, on ajoute seulement quelques petits trucs, et on y va. Et dans la saison 2, si ça marche, là, on pourra essayer, nous, d'amener notre patte à nous et quelque chose de nouveau. Et donc, je pense que c'est finalement un peu tout ce qui s'est passé sur toutes les versions, parce qu'ils ont été très très vite. On voit qu'à chaque fois, il y a quelques années d'écart, sauf finalement pour la chilienne, donc qui a peut-être pris plus le temps, qui s'est peut-être dit, ok, nous, on va essayer de travailler là-dessus et d'ajouter quand même quelques trucs. Ça sent, parce que tout le plot au niveau des gens qui vont se faire virer et tout ça, t'as tous les personnages dans le fond qui s'en parlent, qui sont inquiets, et même qui racontent leur histoire par rapport à ça. Le mec qui achète les rideaux avec sa femme. Et même le personnage de l'intérim a beaucoup plus d'importance parce que tout le monde le voit comme quelqu'un qui va être mis à leur place. Et c'est étonnant parce que dans la version française, effectivement, le fait est que ce soit Nicolas et Bruno, les mecs des messages à caractère informatif. La Cogirep. Je savais même pas que c'était eux, tu vois. Et Cogirep, tu dis, ok, tu sais que c'était dans Canal+, tu sais que c'est ça, quoi. Oui, je m'en suis rendu compte à la fin, moi j'avais pas du tout tilté, et c'est vrai que je me suis dit mince, ils ont pas du tout réussi à s'approprier le truc. Alors ce que tu as dit Cynthia, effectivement, que ils sont partis en écriture là-dessus, et puis finalement ils ont été peut-être obligés d'adapter la version anglaise, et c'est dommage parce que je pense qu'un objet The Office vraiment chaperonné par Nicolas et Bruno, tel qu'on les connaît sur d'autres productions, aurait pu donner quelque chose de très chouette probablement. Et vous avez préféré quelle version vous, et lesquelles vous avez moins aimé ? Je pense que c'est difficile de passer à côté de la version US, qui a eu un peu de temps pour se démarquer, mais quand ils ont trouvé leur rythme de croisière, ça se regarde comme du petit lait. Mais la version UK est quand même assez géniale, en fait. Le côté acide, ultra sarcastique fonctionne à balle, quoi. Alors après, mais je crois que Ricky Gervais disait lui-même qu'aujourd'hui, il ne sait pas s'il pourrait écrire ce qu'il avait écrit à l'époque, parce qu'il y a des gags qui passeraient plus du tout, qui nous feraient plus rire, mais c'est sûr que la version française n'est pas à la hauteur, clairement. On sent qu'il y a un truc qui marche pas. Le choix de François Berléand est pas absurde, loin de là. Je pense que c'est un acteur auquel on donne beaucoup de sympathie et tout, et il essaye de faire le job, on sent la bonne volonté, mais il manque un truc autour, quoi. La petite barbe qu'ils lui ont mis, elle est dégueulasse. Ah oui, elle est dégueulasse. J'ai cru qu'au départ, c'était la qualité de la vidéo. Je me suis dit, putain, il y a un vieux pixel dégueulasse, c'est quoi ? C'est un ticket de métro sur le menton, quoi. Un ticket de métro. Et au Chili, en fait, l'acteur, il est chauve, et ils lui ont foutu une perruque, en fait, pour le
le rendre plus ridicule, mais je c'est trouve pas pas vrai. qu'on se rende compte vraiment qu'il est... Non, ça se voit Non, pas. non, ça se voit pas du tout. Au final, de toutes les versions, enfin, en connaissant déjà la US et la UK, je trouve que la version chilienne m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à un truc aussi regardable, voire bien, tu vois. Je me suis dit, ok, ils partent bien au final le pilote. Alors que vraiment, c'est que c'est pas une nouvelle, mais bon, la version française, je l'ai pas du tout aimée. Et la version québécoise, au départ, j'ai eu un peu désespoir. Vraiment, au tout début, puis après, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pire. Je préfère la version chilienne maintenant. Contenu dans tous les pilotes, je trouve que c'est celle qui se développe le plus, qui met plus en avant les personnages et qui a un peu une histoire fermée. Et puis, je sais pas, j'ai bien aimé le personnage parce que je trouve qu'il se définit bien lui-même et qu'il est bien présent et que limite, tu vas pouvoir anticiper ses réactions par rapport à ce qu'il va faire dans le reste de l'épisode. C'est comme ça qu'on va conclure cet épisode. Alors merci à tous les trois pour votre participation. Merci Cynthia. Merci Cynthia. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!